Donc bonjour à vous. Merci d'être venu aujourd'hui ici pour cette table ronde sur l'affaire Telegram, la porte ouverte sur toutes les fenêtres. En réalité, l'interpellation le 24 août dernier de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a plongé un certain nombre d'entre nous dans l'interrogation et notamment sur la responsabilité des plateformes, sur le fond et sur la forme. Depuis le mois d'août, on a très peu entendu parler de cette affaire en réalité. Et nous avons pensé avec les éclaireurs que ce serait une bonne idée aujourd'hui de faire un point de la situation autour de juristes, notamment dans cette maison où évidemment on fait du droit. Et je crois que c'est un bon moment aussi au moment où on termine les assises de l'information. Les états généraux de l'information, au moment où on a quand même quelques débats autour de la liberté de la presse et des médias ici ou là. Je pense que c'est vraiment le bon moment de faire un point de cette affaire Telegram qui est quand même très emblématique. Donc merci à vous d'être venus. Je vais passer la parole à Fabrice qui va nous dérouler la matinée. Et en réalité, on aura un intervenant et un temps de questions. Et puis ensuite, peut-être un moment de débat plus général si vous n'avez pas eu le temps de poser des questions. On espère conclure vers midi et quart, midi et demi. Fabrice, c'est à vous. Merci à tous d'être là. Alors, cette matinée va se dérouler autour de l'intervention de 4 de nos invités. On a, dans ces 4 invités, 3 juristes et un hacker. On a voulu commencer par un spécialiste de la cybersécurité parce qu'il y a une dimension cybersécurité, cybercriminalité qui est un peu partout dans cette affaire Telegram. Et puis, on a évidemment, on est dans une maison qui fait du droit blindé en matière de juristes. Et on a diversifié les regards, notamment un regard qui vient de l'étranger, pas très loin, de Suisse, histoire de voir comment s'y prennent nos voisins suisses sur une problématique qui, à travers l'affaire Telegram, va nous toucher tous, qui est aussi bien notre vie privée, et Dieu sait qu'à l'ère du numérique, c'est une notion qui a radicalement changé, c'est aussi une notion qui a radicalement changé d'une génération à l'autre. La jeunesse aujourd'hui a une approche de sa vie privée qui est très différente des générations précédentes. Et c'est les générations précédentes qui font les lois, ça ne vous aura pas échappé. Donc c'est vraiment un moment où il y a justement besoin d'un dialogue entre les générations, une compréhension d'un côté comme de l'autre de ce gap générationnel qui s'est creusé autour de la vie privée à travers une génération qui, elle, est née dans le numérique. Alors l'affaire Telegram, rapidement, c'est l'histoire de Pavel Durov qui atterrit naïvement à Paris dans son jet privé dans l'idée d'y passer un week-end en amoureux et qui se retrouve en garde à vue. Puis, non pas assigné à résidence, mais interdit de quitter le territoire français. On va dire assigné aux résidences au Ritz, parce qu'il y a pire comme condition de détention. Malgré tout, on s'est aperçu qu'il a cédé beaucoup de choses à la justice en l'espace de moins d'un mois de, j'ai envie de dire détention, mais enfin, c'est pas vraiment détention. Toujours est-il qu'il a cédé beaucoup de choses. Il a coopéré de façon clairement ouverte avec la justice, et puis on a appris beaucoup de choses sur les dérives qui prenaient place sur la plateforme Telegram. Alors, le dernier épisode en date étant un article du Monde qui montrait là, carrément de la traite d'êtres humains. Ce qui est vrai, il se passe énormément de choses tout à fait exécrables sur Telegram. Il faut cependant souligner qu'il y a près d'1 milliard d'utilisateurs et pas de modèle économique. Donc forcément, faire la police, si tant est que ce soit le rôle des plateformes, faire la police sans le moindre moyen, c'est compliqué. Et puis, Telegram a pris de toute façon le parti de ne pas coopérer de façon efficace, on va dire, avec les forces de justice à travers la planète. Ce qui forcément l'a amené à devenir une plateforme sur laquelle on trouve beaucoup d'activités illégales. Il faut souligner que ce n'est pas la seule plateforme, loin de là, sur laquelle on trouve des activités illégales.
Et il faut aussi souligner que les activités légales, quand on les chasse d'une plateforme, déménagent sur une autre plateforme, ce qui doit être le cas alors qu'il est. On a vu il y a 3 semaines la disparition d'une fonctionnalité qui était fort pratique pour les trafiquants de drogue sur Telegram, qui permettait d'avoir les comptes Telegram ouverts dans une proximité géographique. Donc pour trouver des dealers, c'était extrêmement pratique. La fonctionnalité a disparu, vraisemblablement sous la pression de la justice et fort probablement de la police française. Toujours est-il que c'est une façon d'obtenir une coopération qui est, on va dire, un peu brusque, surtout de la part d'un pays démocratique, qui a suscité énormément d'émoi à l'étranger, notamment aux États-Unis, où on a tendance à considérer qu'à partir du moment où on n'a pas de premier amendement, on n'est pas une démocratie. Donc ils ont quand même une vision de la France qui s'éloigne au fur et à mesure de la démocratie et qui fait carrément peur à pas mal d'acteurs, que ce soit pour des raisons de crainte de se faire arrêter eux aussi à leur descente d'avion, je pense à des gens comme Elon Musk, ou des raisons plus concrètes de pérennité de modèle économique. Je pense notamment au moment où le tribunal judiciaire de Paris a communiqué les raisons qui l'avaient poussé à mettre Pavel Durov en garde à vue. Il y en avait une douzaine. Et sur les 12 raisons invoquées par le tribunal, il y en avait une qui tenait la route, qui était un manque de coopération avec la justice française, qui est absolument incontestable. Et puis il y en avait 11 qui posaient quand même énormément de questions, dont 3 sur la cryptographie, qui ont suscité beaucoup d'émoi parmi les spécialistes de la cryptographie, que ce soit le monde de la crypto, les crypto-monnaies, ou la cryptographie au sens large, qui est quelque chose de bien plus large que les crypto-monnaies. On va pouvoir revenir là-dessus à travers les interventions de nos invités qui connaissent un rayon là-dessus. Et puis, il y avait 8 autres raisons, qui étaient tout simplement la complicité avec tous les crimes possibles et imaginables commis sur la plateforme. Ce qui, forcément, qu'on a 1 milliard d'utilisateurs, pose réellement question. Je rappelle, 1 milliard d'utilisateurs et pas de modèle économique, donc pas de moyens financiers autres que... alors, pour être tout à fait... J'allais dire transparent, mais c'est pas ma plateforme. Tout à fait honnête, les moyens financiers de la plateforme Telegram, c'est le patrimoine personnel de Pavel Durov, qui est conséquent. Il a vendu VK, le Facebook russe, et puis de la prévente d'actions, ce qui n'est pas vraiment un modèle économique, mais c'est les 2 seules sources de revenus de la plateforme Telegram. Ils avaient tenté vaguement de lancer leur propre crypto, un peu à la façon de Facebook, et ça n'a pas marché. Donc on est quand même sur une injonction paradoxale qui est que dans les grandes plateformes qu'on connaît aujourd'hui, la plupart n'ont pas les moyens financiers de toute façon de faire la police. Et pour être tout à fait honnête, on ne leur demande même pas particulièrement de faire la police. Le DSA n'est pas vraiment une exigence de la part du législateur européen de faire la police, mais juste de privatiser une partie de la justice, ce qui est déjà pas mal. Alors revenons sur cette matinée. On a 4 invités. Dominique Bleu, qui est hacker et spécialiste des cybercriminalités, avec qui on va aussi pouvoir parler de cryptographie. Caroline Zorn, qui est avocate, qui est spécialiste du numérique et des droits fondamentaux, qui nous vient de j'allais dire Bruxelles. Strasbourg. Bon. C'est dire, enfin, qui a un prisme européen, on va dire. Thomas Dautieux, qui nous vient de la CNIL, beaucoup plus près, et qui est le directeur de l'accompagnement juridique. Et puis Alexis Roussel, qui est franco-suisse, qui est juriste et qu'on a invité surtout parce que c'est le père d'un concept qui est le droit à l'intégrité numérique, qui est une autre façon de voir la vie privée, totalement renouvelée, et qui a été intégré dans plusieurs constitutions suisses. Et les Suisses ont plusieurs constitutions. C'est un système démocratique très étrange vu de France, mais qui a le mérite d'être extrêmement vivant et qui fait participer les citoyens. Et un jour, Alexis a pris son bâton de berger et est allé plaider à un nouveau concept et l'a intégré dans 3 constitutions. Une pour le moment, et puis la 2e en novembre et la 3e l'année prochaine. D'accord, donc il y en a une qui s'est faite et 2 qui sont en cours, de façon à faire une réforme constitutionnelle suisse.
alors ce qui est décentralisé, hein, c'est des Suisses, mais surtout il a apporté un regard nouveau sur la vie privée. Et peut-être que c'est un regard, on attend beaucoup de la part des jeunes ici, des étudiants qui sont venus nous rendre visite.